nous arrivions à mettre la population en position de faire la guerre contre le Rwanda. En ce moment, on ne va pas seulement libérer la nation, libérer M. Félix Tshisekedi, Même lui, qui est pratiquement en captivité. même lui sera libéré. Non mais bien évidemment, comment peut-on expliquer? Même Mende, que nous n'avons pas soutenu par ailleurs, à un certain moment, il s'agissait des attaques pareilles. Vous sentez que le gouvernement, même si ce n'est pas tous les gouvernements, mais du moins il y a des nationalistes qui peuvent prendre la voix et lever, hausser la voix justement pour faire sa dimension métaphysique. Non mais l'État congolais est né d'une sorte de jonction des esprits mystiques. Une sorte de jonction des esprits mystiques. Non mais effectivement, c'est ce que lui ne comprend expliquez un peu. Chacun de nous va rentrer dans son village, essayer de faire ce qu'il peut faire en termes de mobilisation. Eh bien, nous allons nous battre. Et cette fois-là, il se croit qu'il a profité de la naïveté de nos dirigeants et non de la population qui est déterminée à vivre ensemble et à préserver nos 2 345 400 mètres. Comment peut-on sous-facturer alors qu'en réalité, on devait procéder par appel d'offres? Il fallait lancer le marché, permettre aux concessionnaires de véhicules de compétir et de voir qui offre le prix. Je crois que ce sont là le vrai problème. Quelqu'un qui a tenté de corrompre peut aussi se laisser corrompre. C'est ça sa nature. Sonny Kavouta est encore vivant. Le Monseigneur Scholl est encore vivant. Et ils l'ont dit. Que lui ne maîtrise pas. C'est quoi la dimension métaphysique? Non mais l'État congolais est né d'une sorte de jonction des esprits mystiques. Une sorte de jonction des esprits mystiques. Non mais effectivement, c'est ce que lui ne comprend pas. Expliquez un peu ce paradigme-là, ça risque de m'échapper. Nous avons 450 tribus. Et sous les 450 tribus, nous avons 450 groupements de guerriers. Ce qui veut dire que personne au monde ne peut maîtriser ce que nous avons comme atout. Métaphysique. Effectivement, parce que nous sommes, toutes les sociétés, toutes les tribus qui existent ont une dimension métaphysique que la communauté internationale ne peut pas gérer. Alors lorsqu'on va faire jonction... C'est ça notre force. Bien évidemment, tous ceux qui ont tenté de déstabiliser notre pays se sont heurtés à cette réalité. Ce qui veut dire que s'il y a une sorte de convergence en termes d'idées, s'il y a une sorte de mutualisation de tous ces atouts-là, eh bien, il n'arrivera pas. Un autre élément, c'est le souci des Congolais de se mettre ensemble. De vouloir vivre ensemble. Toutes ces communautés, toutes ces tribus qui ont existé dans cette zone de l'Est sont des guerriers. Vous prenez au niveau de Fizi, ils se sont battus pendant des années. Vous prenez Mwenga. Tous ces guerriers-là ne vont pas accepter de voir le Rwanda. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons des Congolais qui se sont érigés en obstacle dans cette vision indécrottable en créant de groupes militaires sur pied de l'article 63. Voyez-vous? Alors, si ils veulent nous amener dans cet élan, moi je crois que c'est une opportunité pour nous. Très bien. Pour nous libérer et nous délivrer de cette occupation. Et moi je pense que toutes les forces du pays doivent être réarmées mentalement. Nous allons nous battre. Chacun de nous va rentrer dans son village, essayer de faire ce qu'il peut faire en termes de mobilisation. Eh bien, nous allons nous battre. Et cette fois-là, il se croit qu'il a profité de la naïveté de nos dirigeants et non de la population qui est déterminée à vivre ensemble et à préserver nos 2 345 409 km². Merci beaucoup Alain Bolojwa. Le vouloir vivre ensemble, on l'a vu lors du CHAN organisé au Rwanda. Nous avons vu nos compatriotes de l'Est porter les insignes de l'équipe nationale et du drapeau de la RDC. Ils sont allés soutenir l'équipe nationale contre le Rwanda en demi-finale. Nous l'avons emporté. Nous avions rempli leur stade et nous avons ramené les trophées pour honorer la mémoire des illustres disparus. Alain Bolojwa, des questions pour finir cette situation du Rwanda. Vous pensez, selon votre analyse,
que le président Félix Antoine Tshisekedi est pris en otage par le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda du fait qu'il a fait de ces gens ce partenaire, mais il s'avère que ce sont les mêmes partenaires qui font ce qu'on appelle l'hypocrisie et l'attaque par le dos de la cuillère. Non, mais bien évidemment, parce que nous l'avons toujours Voilà pourquoi il ne fustigé. peut pas réagir. Nous avons toujours fustigé. Le fait seulement qu'il n'avait pas l'onction populaire, ça posait problème. C'est lui qui est le commandant en chef. Lorsqu'il n'arrive pas à donner le temps, on peut comprendre qu'il soit aliéné dans le sens large du terme. Qu'il soit aliéné justement parce qu'il a signé des accords avec ces pays qui mettent en mal aujourd'hui la quiétude de la population. Ce qui veut dire que nous devons investir dans la sensibilisation et surtout dans la vulgarisation, justement pour que nous arrivions à mettre la population en position de faire la guerre contre le Rwanda. En ce moment, on ne va pas seulement libérer la nation, libérer M. Félix Tshisekedi, Même lui qui est pratiquement en captivité. Même lui sera libéré. Non mais bien évidemment, comment peut-on expliquer? Votre pays est menacé par un pays voisin, mais vous optez pour la langue de bois. C'est quand même surprenant. Même Mende, que nous n'avons pas soutenu par ailleurs. À un certain moment, il s'agissait des attaques pareilles. Vous sentez que le gouvernement, même si ce n'est pas tous les gouvernements, mais du moins il y a des nationalistes qui peuvent prendre la voix, et hausser la voix justement pour faire passer les messages. Ce n'est pas le cas que nous avons. Et vous savez ce qui est grave. Vous ne verrez jamais le ministre actuel de médias s'attaquer au Rwanda. Il ne le fera jamais. Je l'ai vu, il a fait une photo selfie avec le président Paul, tout souriant. C'est son modèle. C'est son modèle. Patrick Mouya prend Paul Kagame pour un modèle. C'est son modèle. Nous l'avons vu lorsque le Rwandais s'organisait ici en créant une association. Il était là. C'est-à-dire que nous sommes effectivement infiltrés. Il y a des gens qui prennent position pour le Rwanda. Tout en étant congolais. Aujourd'hui, nous sommes en conflit d'intérêts politiques avec M. Félix Tshisekedi. Mais s'il demande à la population de se mobiliser pour défendre notre intégrité territoriale, notre dignité, là on ne va pas l'attaquer parce qu'il est dans la philosophie de la Constitution, bien qu'il n'étant pas par ailleurs le président élu. Mais il y a des gens au Congo qui sont au service du Rwanda, qui continuent à défendre les intérêts rwandais, chez nous. Alors comment voulez-vous que la population le prenne au sérieux? Lorsque l'on sent que notre dignité est secouée, mais il y a des gens qui ne sont même pas capables de hausser la voix et de dire non. Lorsque l'ambassadeur rwandais nous attaque, le gouvernement tremblote. Quid alors de Kagame? Le seul ambassadeur qui a osé nous insulter chez nous, il n'a jamais été inquiété. Voyez-vous? Aujourd'hui, nous tolérons. Mais cela ne veut pas dire que nous cautionnons tout ce qui s'est fait. Si nous constatons que M. Félix Tshisekedi s'érige en obstacle pour que nous recouvrons notre dignité, eh bien on sera obligé de faire sauter le fusible, justement pour permettre à ce que nous rétablissions avec les élections, bien entendu. Non, sur fond de la Constitution. Sur fond de la Constitution. Très bien. Alors, Alain Bolodjoa, je crois que la dernière question, vous avez quand même avancé certains éléments de réponse, et notamment, j'allais poser la question sur les remèdes qu'il faut apporter, les recettes qu'il faut apporter pour résoudre ce problème de l'Est qui est multidimensionnel, il faut le dire comme ça. La première solution, vous avez parlé de la métaphysique, la dimension métaphysique qui fait que même si le Rwanda se complote contre la communauté internationale et les films internationaux, ils ne seront pas à mesure de déstabiliser totalement la RDC. La deuxième solution, vous avez parlé du soulèvement populaire, la conscience nationale qui doit se relever contre les déclarations de guerre du président Paul Kagame. Mais en dépit de ces deux solutions, quelque part nous avons parlé des implications intercommunautaires. Mbos avait même dit à l'époque qu'il y a certains des élus nationaux qui font partie des groupes armés. Ils n'ont jamais été inquiétés. Tout à l'heure, vous avez soulevé les cas de certains généraux qui seraient proches de ces groupes armés, même proches du Rwanda. Mais entre-temps, comment redéfinir les choses pour que finalement le président ne soit plus
pris en otage. Vous avez évoqué les deux solutions, mais je voudrais qu'avec ces deux dimensions qui me semblent être assez complexes, comment pensez-vous, si jamais un jour vous avez le privilège de diriger ces pays, comment pensez-vous résoudre les quelques aspects de ces problèmes qui les rendent davantage complexes? Je crois qu'il faut d'abord avoir un commandant en chef aguerri. Voyez-vous, tout partira de là. Si vous avez un commandant en chef mou, faible, il vous sera difficile. Comment peut-on expliquer le Rwanda qui a été désarticulé près de 2 ans seulement, ils se sont réarmés, organisés et attaqué les Grands Congo pour les déstabiliser. C'est justement parce qu'ils avaient pris le soin de développer des cellules de réflexion, des cellules d'intelligence. Voyez-vous, nous avons des choses à offrir aux autres pays qui sont déjà en conflit avec le Rwanda. Il y a possibilité parce que le Rwanda n'est pas en conflit seulement avec nous, avec le Burundi, avec l'Ouganda. Et fort malheureusement, notre diplomatie est défaillante. Il y a possibilité de jouer sur le plan diplomatique. Sur le plan militaire et sur le plan armé et militaire, j'insiste, il y a une nuance. Sur le plan armé et militaire, il y a possibilité de jouer sur plusieurs variables. On doit requinquer notre armée. C'est possible d'avoir des armes dans ces pays. Même sous l'embargo, il y a possibilité d'avoir des armes. Kabila a acheté beaucoup d'armes. Effectivement, c'est ça la preuve. C'est-à-dire qu'il y a possibilité d'avoir des armes. Nous avons des fournisseurs qui peuvent nous aider à avoir des armes. Il y a possibilité de recruter les jeunes. Des jeunes nationalistes. Effectivement, il y a possibilité de redynamiser ceux qui sont dans l'armée. Il y a possibilité de rapatrier ou de ramener tous les Congolais qui ont été formés dans ces secteurs, qui sont éparpillés dans tout le continent. Nous pouvons les ramener ici. Il y a possibilité de mobiliser le moyen. Il y a possibilité d'échanger même des partenaires. Voyez-vous? Il y a possibilité d'armer nos populations de la partie Est. C'est possible. Parce que ce qui est vrai, tant que nous n'arriverons pas à résoudre ce problème-là, on n'aura jamais la paix dans ces pays. Et que faire avec les acteurs politiques impliqués? Moi, sur la liste des députés qui... Non, mais l'idée déjà de défendre l'intégrité territoriale, l'idée de défendre notre dignité en tant que nation, certainement que ça va le pousser à s'amender. S'il ne s'amende pas, le combat que nous allons mener, c'est contre les ennemis de l'intérieur et de l'extérieur. Exactement. Si vous êtes collabo, on vous considère comme ennemi. Et lorsque vous êtes ennemi, vous connaissez le sort de l'ennemi. Voyez-vous? Il y a des choses pour lesquelles nous devons être intransigeants. Nous ne pouvons pas accepter qu'il y ait des Congolais qui complotent contre la République. Haute trahison. Ce qui veut dire que, effectivement, ce qui veut dire que ces gens-là ne seront pas considérés comme des Congolais. Ça ne serait pas un péché d'élargir les cimetières. Parce que ce qui est vrai, lorsque nous voyons nos enfants, nos femmes, nos frères être tués sous la complicité de Congolais, sachez-le très bien, même la terre ne sera pas pour nous. Donc nous devons nous préparer en conséquence, mais fort malheureusement, le commandement en chef est défaillant. Très bien, merci beaucoup Alain Bolodjoa. On va changer les sujets, les mots d'Alain Bolodjoa. Le commandement en chef est défaillant. Martin Fayulu aussi avait martelé sur le fait qu'il y a un leadership défaillant par rapport à la gouvernance de notre pays. Ce sont là le propos de ceux qui pensent gouverner le pays autrement. Félix Tshisekedi n'est pas allé au sommet Union européenne et Union africaine. Vous pensez que ça a un lien avec les soupçons de coup d'État qu'on a vécu il y a de cela quelques jours? Bon, ces coups d'État des salons, sincèrement, je n'ai pas pris cela au sérieux. Et je ne pense pas que ça pouvait être la raison valable. Attendons Lui qui aime voir. les voyages. Hein. Non, mais attendons voir. C'est quand même surprenant parce que tout le monde a été surpris de voir que notre touriste en chef pardon? s'est décidé de ne pas voyager. Il a envoyé son lieutenant pour aller le représenter. Personnellement, je considère, je considère que ce n'était pas nécessaire. Qu'il y aille. Effectivement, je Lui pense aussi que l'a compris. Ce n'était pas nécessaire parce que déjà, il y aura certainement du déjà entendu. L'Europe, je ne vois pas l'Europe travailler dans le sens de permettre à ce que l'Afrique se développe. Et par moments,
ça me trouble un peu lorsque je vois tout le continent se déplacer pour être reçu par un président d'un pays, la Turquie, la France, la Chine, les États-Unis. Ce sont des États. On se sous-estime un peu. Hein, C'est-à-dire qu'on ne peut pas Africains. déplacer tout un continent justement pour être reçu par un président. Mais cette fois-là, c'est un autre continent qui vous invite. Si M. Félix Tshisekedi n'est pas parti, et si ce ne sont pas pour des raisons sécuritaires personnelles, ce qui veut dire qu'il a compris un élément essentiel. On n'a pas il n'est pas appelé à être partout à la fois. Il faut que nous ayons une bonne administration. Nous devons avoir des ambassades, des ambassadeurs aguerris, des gens qui vont faire un grand travail. Parce que le grand travail ne se fait pas dans ce genre de sommets, mais dans la bilatéralité. On doit avoir des gens, effectivement, avoir des gens qui ont des entrées dans ces pays, et ce sont nos ambassadeurs. On doit les mettre en musique. Ils doivent travailler de manière optimale pour que nous arrivions effectivement à atteindre nos objectifs. Et lorsque vous partez dans ce genre de sommets, vous pouvez aussi être représenté par votre Premier ministre. Pourquoi pas le ministre en charge des Affaires étrangères? Exactement. C'est ça, au fait, la diplomatie. Parce que c'est là aussi, monsieur, comment il s'appelle? Sama Lukonde va découvrir le monde. Ah oui, ça fait longtemps qu'il n'a pas voyagé. Parce que si chaque fois, il doit jouer le rôle, il doit être le figurant, eh bien, il risque de ne rien comprendre sur les enjeux. Vous êtes Premier ministre, mais vous n'avez jamais voyagé, vous n'avez jamais assisté à des grands sommets. Là, ça lui donne aussi la possibilité de palper un peu les réalités. De l'extérieur. Et là, il va faire passer son message. Mais nous disons, il y a une inquiétude au niveau de l'Union européenne aujourd'hui. Il y a une rumeur qui a fait état de redéfinition de frontières. Le porte-parole du gouvernement a rejeté, a balayé d'un revers de la main. Je crois que ça ne vaut pas la peine qu'on revienne. Mais au moins, on a refusé à Jean-Marc Kabounda par Mbosso l'autorisation d'aller se faire soigner. J'ai vu la lettre. Est-ce que vous pensez que la guerre a commencé entre Mbosso, qui est, on les connaît tous, qui roule pour le président de la République, et Jean-Marc Kabounda, qui est jusque-là vice-président de l'Assemblée nationale? Bon, je crois que tout le droit. Non, mais je crois que il est rattrapé par ses propres turpitudes. Nous l'avons toujours dit, la meilleure manière de se sécuriser, c'est sécuriser l'autre. Lorsqu'il s'agissait des autres, parce qu'il n'est pas le tout premier à avoir vu sa demande être rejetée. Voyez-vous? Lorsqu'on rejetait la demande ou les demandes des autres, lui n'a pas réagi. Parce qu'il était dans le mangeoire, il était dans le système. Aujourd'hui, il devient un élément malicieux. Il subit la même réalité que les autres. Et pourtant, nous devons plutôt nous battre, n'est-ce pas, pour faire valoir... Égalité de traitement. Effectivement, cette égalité-là. Nul n'est au-dessus de la loi. C'est un Congolais, mais au-delà de tout, c'est un député. Il a le droit de se déplacer. Dès lors qu'il n'a pas un dossier judiciaire, il a la possibilité, il a le droit, la latitude de se déplacer et d'aller dans le pays de son choix. Très bien. Fort malheureusement, le protocole voudrait assez que pour qu'il sorte, qu'il ait une autorisation de sortie et un ordre de mission dans le cas d'espèce. Ou sinon, l'autorisation de sortie parce qu'il va dans un cadre privé pour se reconstituer par rapport à sa santé. Oui. Eh bien, le président de l'Assemblée nationale a refusé. Ce qui veut dire qu'il n'a pas le droit d'utiliser son passeport diplomatique. Justement parce que Mbosso se considère comme un dieu. En oubliant que hier, il était député simple. Il peut aussi le devenir. Voyez-vous? Le fait seulement que vous tous cautionné la violation intempestive de loi. Voilà, aujourd'hui, vous êtes rattrapé. Qu'est-ce qui a donné à Mbosso le pouvoir de décider sur la vie ou la mort des gens? Comment quelqu'un qui dit être malade, vous lui refusez le droit de sortir, alors que la justice n'a pas décidé sur lui? J'ai un dossier contre monsieur... Non, il n'y en a pas. Ce qui veut dire qu'il est libre de sortir. Et d'ailleurs, nous sommes pendant quelle période? Vacances parlementaires. Ah, voilà, c'est-à-dire qu'il a le droit de le faire. Et il y a d'ailleurs d'autres députés qui sont sortis du pays. Il n'y a pas que comment il s'appelle, Kabound. Il y a aussi un Congolais qui s'est vu interdit de sortir, justement parce qu'on voulait... Ce qui veut dire que c'est ça, en fait, le problème. Je parle ici de M. Zoé Kabila. Il s'est vu interdit de sortir. Il voulait se rendre en Afrique du Sud. On nous a parlé d'un passeport diplomatique, alors qu'il s'agissait d'un passeport ordinaire. Voyez-vous? Ce sont toutes ces réalités qui mettent à nu
le caractère despotique de ses pouvoirs. Et c'est très dangereux pour la République. Il doit savoir que demain, il sera aussi chômeur. Il risque de subir le même effet. Lui qui a été moboutiste, il doit mieux comprendre ces réalités. Pendant qu'on chassait le moboutiste, il habite ma campagne. Il a subi tout ça. Et aujourd'hui, il est au pouvoir, il fait la même chose aux autres. En oubliant que demain, il ne sera pas là. Merci. Gardons le cap, respectons nos lois, le principe, la norme. Arrêtons de mettre en évidence les sentiments. Ça risque un jour de nous rattraper. Merci beaucoup Alain Bolodjoa. Je rappelle que je reçois pour vous dans le cadre de notre émission la chronique de Patrick Elokala, Alain Bolodjoa. Il est l'initiateur du parti politique en gestation. Lèvons-nous et bâtissons le BAT. Il est venu échanger avec vous pour que nous ayons des éclaircissements par rapport à l'évolution de la gestion de notre pays. On va changer de sujet. Alain Bolodjoa, vous savez que depuis un moment, on a nommé des intérimaires à la tête des entreprises. On tarde, on traîne les pas pour nommer les animateurs définitifs. Est-ce que vous pensez que cette situation peut avoir un impact très négatif sur la mobilisation de recettes et que s'il n'y a pas assez de ressources, on risque de légitimer le prétexte ou la contrainte financière qui pourrait conditionner la tenue des élections en 2023? Bon, je crois que c'est une question de gouvernance, fort malheureusement, qui se pose de moins en moins dans l'espace médiatique. L'État a des objectifs financiers. Et il y a des structures qui sont habilitées, n'est-ce pas, à lui permettre d'atteindre ses objectifs. Il y a les principalement les régies financières voilà, qui viennent effectivement récolter ce que les autres structures ont produit. le recette. Parce que les régies financières, en réalité, ne produisent pas. Exactement. Ce sont les autres qui produisent. Et parmi ceux qui produisent, en dehors des privés, il y a des structures de l'État. Ce que nous constatons, les entreprises publiques ou les autres établissements publics sont mal gérés. Ça, c'est déjà un fait que nous devons tous fustiger. Justement parce que les nominations se font par clientélisme. Par népotisme. Par népotisme. Et tous ces éléments-là ne facilitent pas la gestion des entreprises. Mais ce qui est surprenant, lorsqu'on nous dit qu'il y a maximisation des recettes, et même dans cette structure, là où on arrive à maximiser les recettes, il y a instabilité. Ça pose problème. Comment peut-on expliquer? Aujourd'hui, nous avons un problème au niveau de l'ONATRA. SCPT. SCPT. Exact. Nous avons un problème au niveau de l'OGFREM. Avec Olivier Manzila. Nous avons un problème au niveau de la CNSS. Avec Jean-Simon Fouti. Nous avons un problème au niveau des autres structures. Mais le conflit là sont justement entretenus par la classe politique. Ce sont les mêmes personnes qui sont appelées à mettre en place de bonnes politiques, qui sont en train de formater ces réalités justement pour créer un espace afin de leur permettre d'occuper le siège. C'est quand même surprenant. Comment peut-on expliquer? J'ai vu un débat houleux sur la CNSS. On nous dit qu'ils ont eu à multiplier par 2 la rémunération des agents. On nous dit aujourd'hui, ils vont essayer de voir la gestion des carrières du personnel. C'est-à-dire que tous ceux qui ont eu à travailler pendant 10 ans vont voir effectivement leur grade être revu à la hausse, justement parce qu'on veut créer l'émulation et leur permettre de bien travailler. Ce sont les agents qui nous l'ont dit. Mais au même moment, les politiques sont en train de mettre des stratégies justement pour déstabiliser le même comité de gestion qu'eux-mêmes ont soutenu. Vous allez au niveau de l'OGFREM. J'étais là. Lorsqu'on a envoyé les policiers et les agents du parquet pour arrêter la personne qui gère l'OGFREM. Olivier Manzila. J'étais là. Au niveau de l'ONATRA, le même dossier. C'est-à-dire que les gens ne sont pas entrés en profondeur de la question, mais qu'ils ont permis de mettre ce genre de questions à la place publique, sans pour autant entrer en profondeur et analyser si effectivement cela était possible. L'actualisation des créances se font. Techniquement, ça s'est fait. Ce n'est pas le fait que vous avez signé un accord avec X ou Y
que vous n'avez pas le droit d'actualiser. Lorsque vous passez la commande et que le contrat n'est pas encore exécuté, la partie qui vient vous offrir les services peut réajuster le compte. C'est possible, ça s'est fait. Mais voyez comment la question est gérée au niveau du public. Ce qui veut dire que c'est le même régime qui est en train de combattre ses propres agents. Et peut-être les gens n'avaient pas compris. Nous avons compris ceci. C'est fait à dessein. Pourquoi? Les chômeurs du pouvoir veulent accéder au poste. Et ce sont eux qui sont en train de formater tout ce que nous voyons là. Ils prennent des bribes d'informations sans les développer et ils les mettent à la place publique. En s'imaginant que lorsqu'il va se créer une vacance, ce sont eux qui viendront. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte, tous les communicants robots, lorsqu'ils passent à la télévision, ils ne font qu'attaquer les entreprises. Ils doivent nommer, on veut à ce que M. Félix Tshisekedi nomme le mandataire pour qu'eux se retrouvent. Rien à voir avec l'idée d'aider la République. Et vous savez, d'après les informations que nous avons, c'est maintenant là qu'ils sont en train de traiter le dossier. Il semblerait que M. Félix Tshisekedi va procéder par des nominations. Alors, pour justifier ces nominations, on va utiliser Alingeti. Il va commencer à faire partie un à un, justement pour leur permettre de créer la vacance. Et la loi fondamentale lui donne les prérogatives de nommer, mais aussi de sanctionner par ordonnance. Non, mais nommer, oui, mais sur fond d'une vérité. Vous n'allez pas faire partie les gens parce qu'ils ont aussi des dignités à préserver. Voyez-vous? Vous n'allez pas faire partie tout le monde en créant de faux dossiers. Vous savez qu'il y a l'un de nos concitoyens, un grand technicien, fort malheureusement, je l'ai découvert en retard. Le DG, l'ancien DG de la RVA. Il s'appelle quoi? Comment? J'oublie souvent son nom. Il est en prison. Il a été condamné. Abdallah Bilengue. Ah voilà, Abdallah Bilengue. Ah oui, oui. Il a été condamné. Et vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? On a dit qu'il aurait détourné l'argent. Ils ont envoyé une enquête. Ils ont diligenté une enquête au niveau de l'entreprise. Ils se sont rendus compte que cet argent n'a jamais existé. Le fait de n'avoir pas payé une dette sociale, vous voulez en faire un détournement? Non. Il n'a pas détourné parce qu'il n'y avait rien à détourner. Il a été condamné pour l'argent qui n'a pas existé. Voilà. Donc on a dit qu'il a détourné. C'est ça la même réalité. Au niveau de la dette, il y a eu aussi un monsieur là-bas qui a eu à travailler. Il a maximisé les recettes d'après les données de la Banque centrale. Ce qui est surprenant. On l'a remplacé par une femme qui habitait Limité, une amie du quartier. Et tout ça, pourquoi? C'est justement pour déstabiliser ces structures, permettre à ceux qui vont venir d'avoir l'argent pour les élections et réduire la capacité de mobilisation de ces entreprises, justement pour fragiliser l'État. Ne soyez pas surpris que demain, M. Félix Tshisekedi brandit cette réalité en disant non, voilà, on n'a pas de moyens pour organiser les élections et comme ça, il va justifier les glissements ou sinon la glissade. Parlons justement du glissement ou des glissades. Est-ce que le président de la commission électorale nationale indépendante, CENI, Dédi Kadima, a-t-il préparé l'opinion avec ses contraintes avancées, sanitaires, sécuritaires, financières, légales, pour justifier le glissement, et où soit ce qu'Alain Bolodio appelle glissade, ou c'est une stratégie ou un stratagème pour justement endormir les Alain Bolodio, les Martin Fayulu, les Katumbi, le reste qui réclament les élections, et surprendre tout le monde à la veille avec des élections en 2023. Et Alain Bolodio, c'est une question qui a fait l'actualité. Mais j'aimerais que, quand vous allez répondre à cette question, on va aborder la question de la polémique entre le ministre des Finances et le président de la CENI. Il y a eu surfacturation des pro-forma pour l'achat du charroi automobile et de membres de la CENI. Le ministre des Finances a dénoncé cela. Comment avez-vous apprécié les accusations portées contre le président de la CENI sur la surfacturation des pro-forma qui pouvaient l'aider à acheter des charrois automobiles pour ses collègues? Bon, vous ne serez pas surpris si je vous disais que entre les deux, personne n'est sérieux dans ce qu'il fait. Entre Denis Kadima, président de la CENI, je ne vois personne de sérieux. Nicolas Kazadi, je ne vois personne de sérieux. Il n'y a personne de sérieux dans cette affaire. Sincèrement, je ne vois personne de sérieux. Pourquoi Alain Bolodio? Je commence d'abord par jusqu'au bout. Non, mais je commence d'abord par le ministre des Finances. Très bien. Il a occasionné un détournement de 940 000 $.
À l'occasion de quoi? Non, mais il a signé un document autorisant le décaissement de fonds pour un seul dossier. Il en a fait 2. Ces choses restent à Et vérifier. non, mais c'est lui-même qui nous l'a dit. Moi, je l'ai suivi, lui. On lui a posé la question par votre confrère Christian Lusakoueno. Lui-même a avoué qu'effectivement, par maladresse, que lui considère inadvertance, il a eu à autoriser le décaissement de fonds pour le même dossier. La personne qui avait promis, qui avait bénéficié de cet argent, lui a promis de le rembourser. Fort malheureusement, la personne s'est volatilisée. Aujourd'hui, l'État est en train de pleurer. C'est 940 000 $. Le monsieur reste encore ministre. Non, 9 millions 940 000 $. Voyez-vous, il n'est pas sérieux. Et il vous dit, non, voilà, j'ai été induit en erreur par mon sous-geste. Depuis quand le sous-gestionnaire de crédit décide dans un ministère? Voyez-vous? Et il veut donner la responsabilité au ministre du budget. Il dit non, le ministre du budget ne pouvait pas lui laisser faire. Non, il n'est pas sérieux dans ce qu'il fait, il a occasionné. Ce qui est grave, on lui a encore posé la question. Est-ce que ça se fait souvent? Il a dit oui. Ce qui veut dire que lui, là, qui a la responsabilité de gérer les finances publiques, n'est pas sérieux dans ce qu'il fait. Voyez-vous? Vous prenez Denis Kadima. Quelqu'un qui a été plébiscité le corrupteur du siècle, de l'année. Par qui? Qui l'a plébiscité? Non, mais il y a l'ancien, l'abbé, comment, le monseigneur, comment il s'appelle? Cholet l'a dit, Sonny Kafuta l'a dit. C'est-à-dire qu'il y avait déjà des prémices, il y avait déjà des signes qui démontraient que M. Denis Kadima ne pouvait pas vivre en dehors de cette mafia-là. Les gens n'ont pas compris. C'était ça le message. Il est venu justement pour se faire une santé financière et rendre service à son chef direct. Qui est son chef? Qui l'a choisi? Qui est son chef? Non, mais qui l'a choisi? C'est M. Félix Sekedi qui l'a choisi. Il a été désigné par les confessions religieuses. Non, la candidature a été portée par l'église Kimbangesti. Pour la deuxième fois. La première fois, c'était l'armée du salut. La deuxième fois, l'église Kimbangesti. Et nous avons tous suivi, le père spirituel de l'église Kimbangesti l'a dit clairement. Ils ont porté la candidature. C'est-à-dire que ce n'était pas leur choix. Et ils ne le connaissaient même pas avant. Voyez-vous? Et alors, c'est ça, en fait, le problème. L'immoralité a atteint son paroxysme. Le fait seulement d'avoir cautionné ce qui a été fait, naturellement, on ne pouvait qu'avoir ça comme suite logique. Comment peut-on expliquer? On vous dit ceci. On aurait dépensé plus de 2 millions, près de 3 millions de $, comme frais d'installation. Mais on ne vous a pas donné les rubriques. Qu'est-ce qu'on entend par frais d'installation? De plus de 2 millions de $. Vous pensez que c'est beaucoup? Non, mais la CNI a 15 personnels au niveau du bureau et de la plénière. 15 personnels. Vous dépensez comme ça près de 2 700 000 $. Juste pour l'installation. Et à côté, vous ajoutez encore l'argent pour le fonctionnement. Et ça a été payé à 2 reprises. Au mois de décembre et au mois de janvier. Mais faites les calculs. À eux 15, ils ont eu à dépenser plus de 10 millions de $. Essayez de faire des calculs. Près de 10 millions de $. On est au mois de février. Ce qui veut dire qu'avec le frais d'installation, ils pouvaient aussi s'acheter des véhicules. Comment peut-on surfacturer alors qu'en réalité, on devait procéder par appel d'offres? Il fallait lancer le marché et permettre aux concessionnaires de véhicules de compétir et de voir qui offre le plus attrayant. Ils ont passé le marché de gré à gré, justement parce qu'ils avaient des factures performantes qui pouvaient leur permettre d'avoir au-delà. Et le ministre des Finances a dénoncé cela. Non, mais il a dénoncé. Mais justement parce qu'eux aussi, ils ne vivent pas en harmonie. En réalité, ils devaient mettre en place une commission mixte pour essayer de statuer sur la question et de voir comment réajuster les comptes ou les écritures, les libellés. Ce qui veut dire que nous sommes en face des gens qui sont orgueilleux. Est-ce que la suite est rassurante, d'autant plus que le président de la CENI est impliqué dans une polémique de surfacturation? Vous pensez que quand il y aura des millions et des millions de $, 1 milliard et 500 millions de $ américains pour l'organisation des scrutins, est-ce que vous pensez que
les résultats seront crédibles, d'autant plus que les départs semblent être moins rassurants avec toutes ces polémiques. Et pour ajouter, on va finir par là, Alain Bolodjoa, la CENI a invité l'inspection générale des finances de Gilles Alinguetti pour l'accompagner, l'encadrer dans la dépense publique. Une façon de se laver et de montrer que Denis Kadima n'y est pour rien. Il a la volonté de gérer en toute transparence les fonds qui seront alloués pour l'organisation des élections de 2023. Bon, je crois que ce sont là le vrai problème. Quelqu'un qui a tenté de corrompre peut aussi se laisser corrompre. C'est ça sa nature. Soni Kavouta est encore vivant. Le Monseigneur Scholl est encore vivant. Et ils l'ont dit. M. Denis Kadima n'est pas suffisamment crédible. Le fait seulement qu'il est arrivé là par de voies scabreuses. Le fait seulement qu'il est là pour se faire une santé financière. Nous sommes mal partis. C'est lui qui est appelé à donner l'information sur qui doit être président demain. Est déjà accusé du fait de n'avoir pas accédé à ce poste par de voies saines, du fait d'avoir mégéré. Vous savez, nous avons eu Nanga, Basengezi. Ils ont été cités dans un rapport publié par l'administration américaine qu'ils auraient détourné 100 millions de dollars. Vous le savez. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, avant même que nous atteignions ces montants-là, il y a déjà tentative de profiter de la fonction justement pour se faire une santé financière. Supposons alors qu'on lui présentait 100 millions de dollars pour faire de M. Félix Tshisekedi président de la République. Pensez-vous vraiment qu'ils vont hésiter? Ces gens qui sont là pour se faire une santé financière? Les véhicules qui ont servi au bureau sortant, on doit les mettre tous à côté, renouveler le tout, ou sinon on va juste choisir pour le président et les autres membres. Mais le véhicule de cortège, on peut utiliser ce qui a été utilisé, parce que c'est ça aussi le principe de la continuité de l'État. Il y a d'autres engins qui peuvent être utilisés. Pourquoi avoir renouvelé le tout? On doit changer tous les bureaux? Ça va servir à quoi le frais d'installation et le frais de fonctionnement? Ce n'est pas suffisant. Et j'ai suivi ces fameux ministres des Finances vous dire que déjà cet argent pouvait servir à acheter tous ces véhicules-là. Mais ils ont quand même accepté d'acheter des véhicules. Fort malheureusement, on nous apprend qu'il a récupéré les marchés et il aurait donné à son frère. Il, c'est qui? Non, mais le ministre des Finances. Le ministre des Finances a récupéré le marché qu'il aurait donné à son frère. C'est ce qu'on nous dit. C'est ça qui était à l'origine du conflit. Non, mais c'est ce qu'on nous dit. La CENI dit qu'il a donné le marché à son frère qui est vendeur de véhicules. Il y a même une lettre qui est en train de circuler, justement parce que c'est ça, au fait, leur manière de se défendre. Il y a un conflit d'intérêts. Maintenant qu'on invite Alinguetti avec IGF pour encadrer, accompagner les dépenses de la CENI, vous pensez qu'il n'y aura plus jamais, alors plus jamais, Denis Kadima va se laver avec la présence de l'IGF pour rassurer tout le monde par rapport à la transparence dans la gestion de fonds alloués à l'organisation des élections en 2023. Sincèrement, je ne crois pas à la sincérité de ces institutions-là. Voyez-vous, ces gens-là ont tous été caporalisés. Ils sont au service de M. Félix Tshisekedi. Bien qu'ils cherchent aussi à profiter de la situation, mais ils sont à son service. Ils ne sont pas au service de la République. Pensez-vous vraiment que la CENI n'a pas de vrais comptables? Pensez-vous que dans cette République, il n'y a que l'IGF qui est spécialiste en matière de finances publiques ou comment accompagner? Voulez-vous nous dire que les inspecteurs de finances sont mieux outillés que le sous-GES? Ceux qui proviennent du ministère du budget? Il y a des gens, effectivement, qui connaissent les finances publiques mieux que le membre de l'inspection générale des finances qui viennent à peine d'être recrutés. Mais c'est les conditions de travail qui fait à ce que ces gens-là n'arrivent pas à pondre un bon travail. C'est ça le contexte. Très bien. Ce qui veut dire qu'il faut reconnaître, c'est un signe prémonitoire qu'il n'y aura pas de bonnes élections. Il n'y aura pas de bonnes élections. Vous commencez à peine, même pas 6 mois, vous commencez déjà à être cité dans des dossiers des finances publiques. Oh, il n'y a pas d'espoir, cher ami. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alain Bolodjoa. On va finir par une toute petite question. Denis Kadima a voici des contraintes. S'il n'y a pas élection en 2023, Félix Tshisekedi reste en place jusqu'à l'installation du nouveau président élu, selon la Constitution et l'arrêt de la Cour.
l'opposition fera quoi dans ces cas? Premièrement, c'est une option administrative et nullement politique. Le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Ça, c'est sur le plan administratif. Sur le plan politique, le mandat est de 5 ans. Si vous voulez appliquer une disposition de la Constitution dans son aspect administratif, sachez-le très bien, sur le plan politique, il n'aura plus de légitimité. S'il n'a plus de légitimité, d'ailleurs, lui-même l'a dit, s'il n'y a pas élection, Kabila ne sera pas là non plus. On va appliquer le même procédé. Le fait seulement qu'il le fait à dessein. Lui-même joue sur le variable justement pour conditionner la non-tenue des élections pour qu'il y ait glissade. Attention, ceux qui ont glissé avant avaient la chance d'avoir glissé. Mais la glissade n'est pas facile. Hein? C'est difficile. Non, mais c'est pas facile. Vous allez tomber comment? L'opposition va faire quoi? C'est ça la Non, mais ce n'est pas l'opposition. Le peuple doit faire quoi? Le peuple fera quoi? Non, mais appliquer l'article 104, accéder au pouvoir par devoir scabreuse, ça nous donne la latitude. Et d'ailleurs, ça sera une manière de briser le pacte social. Vous serez devant l'armée, la police et les services de renseignement pour vous réprimer. Même la police n'aura pas le droit de défendre M. Félix Ségué parce qu'il ne sera pas revêtu de la légitimité. Merci beaucoup, Alain Bolodjoa. Ne pas respecter cette manière-là, c'est violer le souverain primaire. Alors il faut faire le choix entre le souverain primaire et M. Félix Ségué. Vous choisissez qui? Merci beaucoup, Alain Bolodjoa. J'ai recevé l'initiateur du parti politique Lèvons-nous et bâtissons le BAT, Alain Bolodjoa. Merci d'avoir répondu à mon invitation. C'est moi qui vous remercie. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Abonnez-vous sur ma chaîne